Je vous ai laissé la dernière fois sur la notion de modèle scientifique, après vous avoir posé une question. Comment expliquer que l'épaisseur de sédiments observée au fond de l'océan soit beaucoup plus mince que celle que prévue? Alors, pour répondre à cette interrogation, les scientifiques ont proposé l'idée d'un renouvellement des fonds océaniques, et c'est cette idée qui va réactualiser les idées de Wegener. C'est donc ce que l'on va voir dans la première partie du chapitre. Grand 1, la redécouverte de la mobilité horizontale, l'hypothèse de l'expansion océanique. Alors tout ça, vous l'avez travaillé dans votre TP10, et je vais résumer avec vous les arguments qui ont permis de conforter cette hypothèse de l'expansion océanique. Donc nous commençons avec grand A, la découverte des fonds marins. Donc les fonds marins ont été cartographiés dans les années 50 avec le développement d'une technique qu'on appelle la technique de l'échosondage. Un bateau contenant un émetteur envoie des ondes, donc cette fois c'est des ondes acoustiques, pas sismiques, des ondes acoustiques qui vont être réfléchies par le fond de l'océan, et ainsi on peut calculer la distance du fond océanique puisqu'on dispose de la vitesse des ondes et du temps de parcours. Donc comme je le disais, cette technique a permis de cartographier le fond des océans. Et comme vous le voyez sur cette carte, on a des reliefs caractéristiques avec un premier type de relief qui sont des reliefs négatifs, profonds, plus de 10 000 à 11 000 mètres de profondeur. Donc ce sont les fosses océaniques, on les voit là sur le pourtour du Pacifique. Et puis on a un deuxième type de relief océanique très caractéristique, ce sont les dorsales océaniques. Donc là, par rapport au fond moyen de l'océan qui sont à moins 5000 mètres, on est à moins 3000 mètres d'altitude, donc un relief un peu plus positif, en tout cas, en hauteur. Et donc, on distingue bien ces dorsales qui sont alignées, qui forment cet alignement dans le fond de l'océan. Donc sur le document suivant, on retrouve les reliefs dont vous devez avoir connaissance. Donc en ce qui concerne le bord des continents, on appelle ça une marge continentale. Soit la marge continentale est passive, comme ici, et on va avoir un plateau continental et un talus continental. Soit la marge continentale est active, alors là on n'a pas le continent qui est représenté, qui serait ici, la marge continentale est active et elle est bordée par une fosse très profonde. Les reliefs moyens des océans, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont les plaines océaniques, donc moins 5000 mètres à peu près d'altitude, et ici, vous distinguez donc la dorsale océanique avec en son centre un fossé d'effondrement qu'on appelle le rift de la dorsale. Enfin, vous voyez là un dernier type de relief, donc ce sont les volcans intraplaques, appelés aussi guyot, ces volcans intraplaques dont nous avons parlé dans le TP 11 avec les volcans d'Hawaï. Voyons maintenant le deuxième argument qui a permis de poser l'hypothèse de l'expansion océanique. Il s'agit du flux géothermique. Alors rappelez-vous, au début du XXe siècle, découverte de la radioactivité qui libère de la chaleur. 50 ans environ plus tard, le premier appareil qui permet de mesurer la chaleur interne de la Terre, qui va permettre de cartographier ce qu'on va appeler le flux thermique. Alors le flux thermique ou flux géothermique correspond à la quantité de chaleur interne libérée à la surface de la Terre. Il s'exprime en milliwatts par mètre carré et vous distinguez l'échelle qui est ici. Donc la valeur moyenne du flux géothermique est de 60 à 70 milliwatts par mètre carré.
Or, si on regarde dans cette zone-là, on s'aperçoit qu'il y a une anomalie extrêmement positive et si on regarde la carte des océans, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut la faire coïncider avec la localisation de la dorsale. Donc, on va en déduire que au niveau des dorsales, il y a une quantité de chaleur interne très importante qui va être libérée. Si on regarde le document de votre TP, enfin la zone de votre TP, qui était une zone dans le Pacifique, vous avez tracé une coupe topographique qui allait de l'Amérique du Sud jusqu'au Japon. Eh bien, si on regarde le flux géothermique, on retrouve une zone très élevée du flux géothermique, alors que proche de l'Amérique du Sud, on a des valeurs du flux géothermique moyen et proche du Japon, on a même des valeurs qui sont inférieures à celles du flux géothermique moyen. Et si on fait coïncider ceci avec, encore une fois, la carte du fond des océans, eh bien, on s'aperçoit que les anomalies du flux géothermique sont à nouveau localisées avec la dorsale pacifique. Donc cette observation suggère l'existence d'inégalités thermiques, on le voit là, un flux géothermique très supérieur à la moyenne, et dans certaines zones, un flux géothermique inférieur à la moyenne. Donc cela suggère l'existence de mouvements au sein du manteau, des mouvements qui vont créer des remontées de matériel mantélique chaud au niveau des dorsales, et un enfoncement de matériel mantélique plus froid au niveau des fosses. Si on regarde d'ailleurs la carte de répartition des séismes, on voit qu'au niveau des fosses ici ou ici, et puis au niveau de la dorsale, on a une sismicité très importante. Alors, vous avez vous-même réalisé une modélisation de convection mantélique. Il s'agit de l'expérience où on a fait chauffer de l'huile colorée, surmontée d'une huile normale, non colorée, et on voit très rapidement que la partie qui est chauffée, le matériel chauffé, remonte en surface, va s'étaler des deux côtés, et à partir du moment où il rencontre les bords du bécher qui sont plus froids, eh bien l'huile colorée va doucement retomber. Donc ça vous a permis de déduire qu'un matériel qui était chauffé avait tendance à remonter et que le même matériel qui se trouvait plus froid, avait tendance à retomber. Je vous rappelle la définition de la convection mantélique. La convection, c'est l'ensemble des mouvements de matière qui permettent un transfert de chaleur. Alors, donc là, vous avez la copie qui correspond à la correction de votre TP. Je ne vais pas revenir sur cette correction. En revanche, je vais y intégrer ce qu'on vient de mettre en évidence, c'est-à-dire la remontée de matériel chaud au niveau des dorsales et son refroidissement qui s'étale, qui redescend lorsqu'il est plus froid, comme on le voit là, au niveau sans doute des fosses océaniques, et cela crée donc ce que l'on appelle ces fameuses cellules de convection. Nous allons donc maintenant mettre en relation ces observations pour poser l'hypothèse de l'expansion océanique, et ce sera donc notre grand C. Donc dans les années 60, S a proposé une hypothèse explicative qui rendait compte de l'ensemble des observations que nous venons de revoir. Donc les reliefs des océans avec les dorsales, les fosses, les anomalies du flux thermique et la répartition des séismes.
Et selon lui, donc, le manteau terrestre serait animé de courants de convection, tout comme le suggérait Holmes 30 ans plus tôt, et de part et d'autre de la dorsale, la croûte océanique serait en permanence recyclée et se comporterait comme une sorte de tapis roulant. Cette hypothèse sera reprise par Dietz, qui la traduira par l'expression sea floor spreading, soit l'expansion des fonds océaniques, aussi appelée accrétion océanique. Ainsi, donc, Hess et Dietz ont remobilisé l'idée d'une dérive des continents, mais malheureusement, tout comme Wegener, ils n'ont pas réussi à obtenir l'adhésion de la communauté scientifique. Donc, nous voyons un schéma qui reprend le modèle de l'expansion océanique avec les mouvements ascendants au niveau du flux thermique élevé, mouvement de convection ascendant, l'étalement de part et d'autre, et puis, lorsque le matériel mantélique est plus froid, il plonge de nouveau dans le manteau. Donc ceci d'un côté de la dorsale et ceci de l'autre. Il faut bien comprendre une chose qui est importante, c'est que ce n'est pas la dorsale et sa petite chambre magmatique qui crée la chaleur, mais c'est bien la chaleur montante, le mouvement ascendant de convection qui va créer l'apparition, la formation de la dorsale. Alors nous pouvons aller voir une animation de cette expansion océanique qu'on appelle aussi l'accrétion océanique. Donc nous avons cette animation qui reprend le principe de la convection mantélique avec donc la remontée de matériel chaud à la plombe de la dorsale qui va générer la dorsale et on va avoir une production de croûte océanique au niveau de la dorsale, ce qui va écarter les deux continents et produire de la nouvelle croûte océanique. Alors, si on fait le bilan de ce que vous devez retenir de cette capsule, il faut savoir situer ce que vous venez de voir dans les années 60. Il faut retenir que ce sont les observations de la topographie océanique et des variations du flux géothermique qui ont permis de formuler l'hypothèse de l'expansion océanique, qui correspond à la formation de nouveaux planchers océaniques au niveau des dorsales. Retenez qu'on appelle ça l'accrétion océanique. Et que cette accrétion océanique, eh bien, serait la conséquence des mouvements de convection dans le manteau. Si on revient à votre frise chronologique, donc que j'ai centrée sur les années 50-60, on va indiquer, alors toujours en bas, les données topographiques, géothermiques et sismiques. Pourquoi nous les indiquons en bas? Parce que nous sommes toujours à une époque où la théorie admise est la théorie fixiste. Et je vais faire apparaître en revanche en haut, donc plutôt le côté, on avait dit, pour la théorie de Wegener, je vais faire apparaître l'hypothèse de Hess et Dietz, donc de l'expansion océanique. Nous verrons par la suite quelles sont les observations faites sur le réel qui ont permis de valider cette hypothèse de l'expansion océanique.